Au sommaire de cette édition en religion, nous recevons sur ce plateau le révérend Amonkou Yapo Paul Serge, fondateur de la mission évangélique La Restauration, avec qui nous allons parler de la 4e édition de la Journée des travailleurs, des hommes et femmes d'affaires. Actualité africaine, Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema, réélu président de la République. L'actualité internationale en France, manifestations et débordements contre la loi travail. Sport, football, Europa League, avantage aux Espagnols. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, nous recevons sur ce plateau le révérend Amonkou Yapo Paul Serge, qui est le président fondateur de la mission évangélique La Restauration, en abrégé MEREST, qui invite le peuple à la 4e édition de la Journée des travailleurs, des hommes et femmes d'affaires. Papa, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je sais que votre calendrier est vraiment condensé, mais Dieu a fait la grâce que vous êtes là. Alors, la 4e édition de la Journée des travailleurs, des hommes et femmes d'affaires, cela répond à quel objectif? Bien, alors nous sommes à la 4e édition, comme vous l'avez dit. C'est un événement et c'est une grande révélation que nous avons reçue du Seigneur sur la fête des travailleurs, là qu'on appelle communément la fête du travail. Son histoire nous a permis de comprendre que c'est une porte spirituelle, parce que c'est depuis 1886 que les travailleurs, les syndicats américains ont fait une grande grève qui a poussé le patronat et le gouvernement à leur accorder de grands privilèges dans leur travail, des conditions de travail plus améliorées. Et ils ont eu 8 heures de travail au lieu de plus de 12 heures de travail qu'ils faisaient. C'était la servitude. Et pourquoi ils ont choisi le 1er mai? C'est ça qui est l'histoire. Or, le 1er mai, c'est en ce temps-là que les sociétés, les entreprises américaines arrêtent leur comptabilité. D'accord. Comprenez? Donc, c'est cela. Maintenant, c'est plusieurs années après que les syndicats européens ont institué la fête des travailleurs, vu le succès que les travailleurs américains ont eu à cette grève-là. Donc, tout cela, l'un et l'autre, mis ensemble, spirituellement, c'est une porte spirituelle où, lorsque vous priez à cette porte spirituelle, les implications spirituelles sont celles-ci. Vous pouvez avoir le succès dans le travail, le succès dans vos entreprises, obtenir des promotions, vaincre le chômage, vaincre la servitude, la pauvreté, les échecs, le non-accomplissement et les dettes. Donc, voici pourquoi nous sommes en train de courir depuis 4e année, maintenant, 4e édition, nous sommes en train d'appeler les travailleurs que quand vous pouvez prier pendant 10 ans, mais si vous priez à une porte spirituelle, quelque chose se passe. Parce que la Bible dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'accord, alors, voilà. Papa, c'est ce qui justifie sûrement le thème. Entrer par les portes du travail, du succès et des promotions. Un thème quand même évocateur. Oui, alors, entrer par les portes, donc c'est ça les portes spirituelles. Parce que la Bible dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Et la Bible dit par la suite, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant. Donc, on comprend qu'il y a des temps favorables. Quand vous faites des prières, quelque chose se passe. Mais pour nous, le 1er mai, ce n'est pas un temps, c'est vrai, il faut aller faire des défilés, aller manger, mais pour nous, c'est un temps de prière pour recevoir quelque chose de patronat. On sait que la MEREST a cette particularité-là, prier beaucoup. Ah oui, s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de combat spirituel, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de bénédiction. Et puis, pourquoi c'est un temps favorable? La Bible nous dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent que vous serez riche. Ce n'est pas parce que vous avez la force que vous allez gagner la course. Mais tout dépend des temps et des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pour compétir. Est-ce que vous comprenez? Or, ici, nous avons un temps favorable
où des gens ont lutté un 1er mai et ont obtenu des faveurs. Et c'est pour cela que nous appelons les travailleurs à venir. Il y a déjà beaucoup de témoignages. Ça fait la 4e édition. Tous ceux qui sont venus, plusieurs ont eu gain de cause parce que c'était une porte spirituelle. Aujourd'hui, nous les appelons encore. Ce dimanche. Okay. Ce dimanche 1er. Nous viendrons tout à l'heure à l'appel. On sait que le révérend Amoncou a proposé c'est des temps de prière, des temps d'enseignement. Alors, quels sont les orateurs choisis pour cet événement de taille? Alors, les orateurs ont été triés selon la particularité de chacun. C'est clair. Il y a moi-même qui ai travaillé pendant 30 ans. J'ai connu toutes sortes de déboires dans le travail, des dettes avec les usuriers, jusqu'à ce que Dieu me délivre et m'élève. Je fais partie des orateurs, bien sûr. Et vous avez Yahou Ben Israël, le pasteur Yahou Ben Israël, qui a aussi son histoire. Comment Dieu l'a élevé de la poussière. Et nous avons le 3e orateur, c'est le serviteur Aouya Lucien, qui est le président de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. C'est quelqu'un qui broyait du noir, qui ne savait même pas où dormir. Aujourd'hui, il est devenu un homme international. Il est le vice-président international de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, voici ces gens-là, les 3 hommes de Dieu qui vont prier. Tous ceux qui vont venir, nous allons prier pour chacun, pour que cette grâce, cette porte leur soit ouverte. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, la population vous regarde. On sait que le 1er mai est une date assez particulière pour le monde entier, mais plus précisément pour la mairesse. Alors, quel est le message que vous pouvez leur donner aujourd'hui? Alors, le message est celui-ci. C'est que s'il n'y a pas de porte ouverte, il n'y a pas de bénédiction. Si une porte est fermée, vous allez tout faire. Si elle n'est pas ouverte, vous ne pouvez rien recevoir parce que tout se trouve derrière la porte. C'est pourquoi la Bible dit que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pour nous, le 1er mai est une porte ouverte pour les travailleurs, les femmes, les hommes d'affaires et même ceux qui sont en quête de travail, les chômeurs, comme on le dit, il y a une porte ouverte de travail pour vous. C'est pourquoi nous invitons ce dimanche 1er mai à Mérès de 9h à 13h, nous attendons tous ceux qui ont soif de travailler, qui ont soif d'avoir des promotions, qui ont soif de réussir dans leurs entreprises. Nous attendons pour que, à cette porte spirituelle, nous puissions prier pour vous et qu'en sortant de là, quelque chose se passe dans votre vie. Et Mérès est situé, pour tous ceux qui prennent des notes, qui nous écoutent, Mérès est situé aux 2 plateaux. Vous arrivez au niveau du restaurant BMW, le quartier qui est en face, vous entrez dans ce quartier et vous allez trouver une église catholique qu'on appelle Saint-Jacques. Quand vous arrivez devant l'église catholique Saint-Jacques, certainement que vous allez trouver le comité d'accueil habillé en blanc, noir qui va vous attendre et vous conduire jusqu'à la salle de conférence de Mérès, qui est une salle entièrement climatisée. Et c'est dans ces conditions-là que vous allez recevoir votre promotion, recevoir vos bénédictions, recevoir tout ce qui découle du travail. Voilà. Merci à vous, révérend. En tout cas, recevoir tout ce qui découle du travail, c'est très bien dit. Nous souhaitons plein succès à ce programme particulier qui sera le 1er mai. Que Dieu vous bénisse. Et les téléphones? Très rapidement. Très rapidement, le téléphone. Vous en avez 2. Il y a le 05 01 56 42 05 01 56 42 et le deuxième 01 54 83 80. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Plein succès à ce programme. Alors nous continuons ce journal en religion. L'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal a procédé au lancement de la 19e édition de sa pastorale d'évangélisation dénommée Kairos. C'était le jeudi 28 avril 2016 au cours d'une conférence de presse. Suivons ensemble cet élément. C'est au Centre international de retraite Saint-Jean-Baptiste Marie-Vianney de Cocody-Angré que l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal a invité la presse et ses partenaires pour leur donner la première des informations concernant l'édition prochaine du Kairos, sa pastorale d'évangélisation trimestrielle. Comme toute œuvre chrétienne, c'est par la prière que la conférence a débuté. Le frère Abraham Marie a dans ses propos liminaires annoncé la tenue du Kairos 19 pour les 11 et 12 juin 2016. Il invite le corps du Christ et tout le monde à participer à ce moment spécial d'expérimentation de la foi en Jésus-Christ. Vous verrez donc
Le Kairos du temps de la Pentecôte. Quelque chose de beau se prépare, quelque chose de grand se prépare. C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous convier à ce temps, à ce moment. Le Kairos, avec la grâce de Dieu, c'est pratiquement 50 000 personnes. Nous sommes partis avec 15 000 personnes et Dieu continue de nous faire grâce, Dieu continue de nous surprendre. La bonne nouvelle est Jésus-Christ qui se présente au monde. La bonne nouvelle est d'apporter le salut. Et nous croyons que c'est la mission de tous les chrétiens. À travers les chrétiens, c'est la mission confiée au monde entier, donc à tous les hommes. Le Kairos, qui signifie le temps favorable de Dieu, est une évangélisation de masse initiée depuis décembre 2011. Elle est un des moyens d'action de l'apostolat pour atteindre ses objectifs qui sont, entre autres, célébrer le sacré dans l'Église et susciter l'esprit missionnaire. Cette 19e édition connaîtra des innovations qui permettront à plusieurs peuples de célébrer l'Éternel. La particularité de ce Kairos, c'est que il va aider l'homme à pouvoir comprendre la culture de l'autre. Et quand on dit le Kairos des peuples, il y aura plusieurs langues. Il y aura des sports dans plusieurs langues. Il y aura des danses dans plusieurs langues. Il y aura plusieurs cultures. Plusieurs nations feront le déplacement. Donc chaque nation, chaque langue, chaque peuple, chaque culture aura le temps de s'exprimer dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce, dans le témoignage. Inspiré par le Saint-Esprit, le thème de la 19e édition du Kairos met chaque chrétien devant sa responsabilité quant à la grande commission confiée par Jésus-Christ à l'Église. Le thème de ce Kairos est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6. En substance, voici la génération, voici les personnes, voici les hommes qui impacteront le monde. L'objectif de ce Kairos, c'est de donner un message qui puisse aider chacun à se prendre en charge, aider chacun à pouvoir aider l'autre, aider chacun à avoir une vision beaucoup plus grande du monde, et ne pas avoir une vision exclusive sur sa fraternité, sur sa communauté, sur son église, mais comment Dieu, à travers l'homme, veut sauver et impacter le monde. Le Kairos rassemble à chaque édition des milliers de participants. Mais pour le frère Abraham Marie et les responsables de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, beaucoup reste encore à faire pour gagner le monde à Jésus. L'édition 2016 de la CGC Academy, la plateforme d'échange des acteurs économiques et de l'entrepreneuriat, s'est tenue récemment à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Plusieurs hommes d'affaires venus de divers pays ont participé à cet événement grandiose qui avait pour thème « Tu as un projet et j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». Instituée en 2012, la CGCI Academy est un forum économique de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Pour cette édition 2016, les échanges se sont articulés autour du thème « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». Les acteurs économiques et les porteurs de projets ont répondu en masse à l'invitation de Jean-Kakou Diagou, le président de la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Comme le ministre de la Promotion des PME, Anzoumana Moutaye, de nombreux officiels ont pris part à cette rencontre. M. Moutaye a visité plusieurs stands, dont celui du groupe DSIAE, groupe spécialisé dans les innovations technologiques. Pour lui, chaque acteur, gouvernement et entreprise doit s'impliquer pour l'essor de l'entrepreneuriat. L'État crée le cadre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, créer l'environnement qui permette à chaque citoyen qui a envie d'entreprendre dans des conditions satisfaisantes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, donc, l'État a adopté un ensemble de mesures contenues dans ce que nous appelons le programme Phoenix. Tout ce programme est décliné en un certain nombre de mesures. Si elles sont mises en œuvre, doivent permettre à chaque citoyen qui veut entreprendre de pouvoir trouver les capacités et les moyens d'entreprendre.
Le ministre ivoirien des PME a encouragé le directeur général de DZIAE pour le projet Campus Numérique, un projet innovant qui vise à renforcer les capacités des entrepreneurs et apprenants à travers un système de formation en ligne. Le directeur général de DZIAE, Koua Séraphin, a assuré que d'autres défis seront relevés avec l'appui de l'État. Avec le ministère de l'Entrepreneuriat, nous allons gagner, nous allons avoir des champions volontaires en Côte d'Ivoire. C'est possible, la Côte d'Ivoire, dans nos écoles, nous avons des étudiants intelligents qui ont des projets, c'est possible. Nous sommes capables de relever le défi de l'émergence en Côte d'Ivoire. Cette année, l'accent a été mis sur le partage des expériences et le renforcement des mécanismes de financement pour le développement des entreprises et la naissance d'une classe de jeunes champions de l'entrepreneuriat. C'était l'enjeu central de l'édition 2016 de la CGCI Academy. L'actualité africaine s'ouvre avec la Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a été réélu avec 93,7% des suffrages dès le premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 24 avril 2016. Il entame ainsi un 5e septennat à la tête du pays. Le président Teodoro Obiang Nguema Bassogo a recueilli 93,7% des suffrages à l'élection présidentielle du 24 avril, selon les résultats provisoires rendus publics aujourd'hui par la Commission électorale nationale. Très loin derrière le président sortant, les opposants Bonaventura Monsoui Assoumou et Avelino Mokache Mehenga obtiennent chacun 1,5% des voix. Le taux de participation officielle a été mesuré à 93,7% des électeurs inscrits. Parlons à présent du réchauffement climatique, mais au Bénin, des quartiers de Cotonou submergés par les eaux, conséquence du réchauffement climatique. Le Bénin fait face à une montée des eaux à Cotonou, la capitale béninoise. Les habitants s'organisent pour se protéger et appellent les autorités à réagir. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Cotonou, quartier Edayon. L'océan Atlantique gagne beaucoup de terrain. La population lutte contre le déferlement des vagues, creuse des tranchées. Mais l'eau de mer trouve son canal pour les envahir. C'est depuis 2006 que la mer a commencé par faire ses ravages. Et quand la mer avance, il fait plus de recul. Et maintenant, ça fait un temps. Aujourd'hui, nous avions fait un constat. Quand la mer fait ses ravages, il emporte nos enfants, il emporte nos motos. De fait que dans le milieu, c'est encore un autre monde qui est là-bas. Des gens actuellement, ils sont dans la maison, ils ne peuvent pas sortir parce que la mer les empêche de sortir. Face à ces cris d'alarme, la première autorité de la ville descend sur le terrain pour faire le constat. Des habitations entières sont englouties par l'océan Atlantique. Le maire ne peut prendre à lui seul des engagements. Nous sommes en train d'examiner, disons, la question et de voir quelles pourraient être les solutions à apporter à cette situation qui crée, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de désagréments au sein des populations. Nous allons prendre la tâche avec le nouveau ministre du cadre de vie, puisqu'il s'occupe à la fois des questions environnementales, mais aussi d'habitat et d'aménagement du territoire. Et ensemble, nous reviendrons ici pour dire aux populations ce qui a lieu d'être, parce que c'est d'abord et avant tout, disons, leur confort, leur bien-être qui nous préoccupe. De concert avec le pouvoir exécutif, la mairie de Cotonou devra donc organiser le relogement des populations. Mais les plus touchés par cette montée des eaux prennent déjà leur disposition. Avec les quelques matériaux de construction réutilisables, on veut aller se faire de nouvelles pioles précaires ailleurs. Le Kenya se mobilise contre le commerce illégal d'ivoire. Le Kenya s'apprête à brûler la quasi-totalité de son stock d'ivoire. Ce pays compte ainsi lutter contre ce phénomène qui met à terre le continent. 105 tonnes d'ivoire, soit plus de 8000 éléphants. Ce stock d'or blanc va être brûlé samedi à Nairobi, un record en Afrique. Grâce à cette action symbolique, le Kenya veut sonner la fin du trafic illégal sur le continent. C'est important pour le Kenya car nous montrons que, pour nous, l'ivoire ou la corne de rhinocéros n'ont de valeur que quand ils sont sur un éléphant ou un rhinocéros. Ils n'ont pas d'autre valeur. En les détruisant, nous passons des paroles aux actes.
Moins de 500 000 éléphants vivent aujourd'hui sur le continent et chaque année, entre 30 000 et 38 000 sont abattus par des braconniers pour leur défense selon les ONG. Brûler l'ivoire, ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est aussi un moyen de dissuader les futurs acheteurs. Les gens qui vont voir cette incinération dans un pays du tiers-monde ou en Chine vont se demander pourquoi le détruisent-ils ? Ils vous diront peut-être que c'est de l'argent, mais pour nous, nous voulons le mettre au-delà de son usage économique. Nous ne discutons pas de la vente de ce genre de choses. Ça n'a pas de sens de tuer un animal de 7 tonnes pour fabriquer des cosmétiques, des bracelets, des tampons en caoutchouc. Ça ne fait pas de vous un être spécial, ce n'est pas de la médecine. La valeur économique d'un éléphant vivant est évaluée à 1,6 million de dollars selon la fondation David Sheldrick. Sur une vie entière, le pachyderme peut générer 75 fois plus que la valeur de son ivoire. D'où l'importance pour le Kenya de protéger cette ressource naturelle. Pour mieux contrer les braconniers, avant de détruire le stock, des scientifiques récupèrent le plus d'informations possible en répertoriant toutes les pièces. Avant qu'ils ne les brûlent, c'est important de savoir combien il y en a, ce que cela représente en termes de poids, en termes de quantité. Et s'il y a d'autres informations scientifiques nécessaires pour connaître la provenance, on fait un rapport ADN. Du coup, même après la crémation, il reste des données utilisables à des fins scientifiques. Le commerce d'ivoire est interdit depuis 1989 par une convention internationale, mais en Chine, le kilo d'ivoire se négocie toujours 1 000 €. Pour enrayer ce trafic, les chefs d'État et des associations de protection des animaux se réunissent pour un sommet sous la houlette du Kenya, avant le grand bûcher de ce week-end. À l'international à présent, un tour d'horizon en bref pour entamer l'actualité internationale. Rendons-nous au Venezuela où des pillages ont émaillé les manifestations contre les coupures de courant. En Équateur, un avion a raté son atterrissage et à Cuba, qui voit la première visite d'un ministre britannique depuis maintenant 1959. Des dizaines d'enseignes ont été pillées à Maracaibo, la deuxième ville du Venezuela. Les manifestations contre les coupures de courant imposées ont laissé place, une fois la ville plongée dans le noir, à des scènes d'exaction et de saccage. 1000 militaires et policiers ont été déployés en renfort pour protéger les rues. Comme annoncé dans les titres, en France, manifestation et débordement contre la loi travail. Selon les syndicats, environ 500 000 personnes ont participé cette semaine à la nouvelle mobilisation contre la loi travail en France. Ces manifestations à Paris et en province enregistrent ainsi tout de même moins d'engouement. Nouvelle mobilisation ce jeudi contre la loi travail. Entre 170 000 et 500 000 personnes, selon les syndicats, ont manifesté à Paris et en province. C'était quasiment moitié moins que le grand rassemblement du 31 mars dernier. À 5 jours de l'ouverture du débat parlementaire, plusieurs syndicats maintiennent la pression en attendant une nouvelle journée d'action dimanche à l'occasion du 1er mai. On reste déterminé, même si le mot n'est pas utilisé, à ce que le projet de loi soit profondément remanié, qu'il soit sensiblement modifié, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Il y a eu des reculs, mais ils sont insuffisants. À chaque fois que les syndicats sont unis, les chances de gagner sont plus grandes. On l'a d'ailleurs vu avec ce qui s'est passé autour des intermittents, où la mobilisation a permis que le patronat propose un texte acceptable pour les syndicats. La journée restera marquée par d'importants débordements. À Paris, comme dans de nombreuses villes de France, des hordes de casseurs ont investi les rues. Le bilan est lourd. 24 policiers ont été blessés, dont 3 grièvement. De nombreux dégâts ont été enregistrés. 124 personnes ont été interpellées. Parlons à présent de santé, des pilules anti-radiation pour tous les Belges. La Belgique qui fait face en ce moment à des craintes nucléaires a lancé une mesure préventive. Les Belges recevront des pilules d'iode censées protéger la thyroïde face à la radioactivité en cas d'accident nucléaire. Suivons ce reportage. Le risque nucléaire est pris très au sérieux en Belgique. Les 11 millions de Belges recevront à titre préventif des pilules d'iode censées protéger la thyroïde face à la radioactivité en cas d'accident. Il s'agit en fait de l'élargissement d'une mesure existante, explique la ministre de la Santé. Avant, c'était un périmètre de 20 km. Maintenant, ils ont dit qu'il faut prendre des mesures dans un périmètre de 100 km. En Belgique, c'est tout notre pays. Alors ça, c'est important pour la façon de distribution qu'on va chercher, une façon de distribuer des tablettes d'iode dans tout notre pays.
La Belgique compte 2 centrales nucléaires. Elle a refusé ce mois-ci d'arrêter 2 de ses 7 réacteurs, comme le réclamait son voisin allemand. Les cuves présentent des milliers de micro-fissures. Parlons à présent d'économie aux États-Unis où la croissance déçoit. La croissance américaine a brutalement ralenti au premier trimestre de l'année 2016 et qui tombe jusqu'à 0,5%. Coup de froid sur la croissance aux États-Unis. Elle a brutalement ralenti au premier trimestre, tombant à 0,5% selon une première estimation, un plus bas en 2 ans. Les économistes l'attendaient dans le pire des cas à 0,7%. C'était déjà 2 fois moins qu'au trimestre précédent. La croissance américaine s'est essoufflée tout au long de l'année 2015. Certes, le chômage est retombé à 5%, mais faute de confiance, l'embellie profite peu aux dépenses de consommation, moteur de l'économie américaine. Ainsi, au premier trimestre, elles n'ont progressé que de 1,9%. L'investissement des entreprises a lui reculé de 5,9% sur la période, son plus fort repli en 7 ans. La moyenne est plombée par l'industrie extractive, laminée par la chute des cours du brut. Quant aux exportations, pénalisées par le dollar fort, elles ont baissé de 2,6%. De quoi expliquer le statu quo de la Réserve fédérale américaine mercredi. Celle-ci mise cependant sur une croissance modérée pour le reste de l'année. Parlons à présent de sport dans cette édition d'information. Les équipes russes masculines et féminines sont les patronnes mondiales du sabre. À Rio, elles ont remporté les titres de champion du monde chez les messieurs et chez les dames. À Rio de Janeiro, c'est la Russie qui a remporté le titre de championne du monde de sabre chez les hommes en s'imposant en finale contre la Hongrie, 45 touches à 38. Emmenés par les champions du monde 2014, Nikolai Kovalev, et 2015, Alexei Yakimenko, les sabreurs russes ont récupéré un bien cédé l'an passé à Moscou aux grands rivaux italiens. La 3e place est revenue à la Roumanie qui a battu le surprenant Iran, tombeur des Français en 8e et des numéros 1 mondiaux américains en quart de finale. Comme chaque année olympique, la Fédération internationale d'escrime organise des mondiaux par équipe pour les 2 armes qui ne sont pas au programme olympique. Cette année, la rotation prive le fleuret dames et le sabre messieurs de compétition par équipe au JO. Le foot. Pour terminer, les demi-finales allées de l'Europa League ont consacré une avance des clubs espagnols. Villarreal s'est imposé 1-0 devant Liverpool quand le FC Séville arrachait un nul 2-2 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. En demi-finale allée de l'Europa League, Villarreal s'est imposé 1-0 devant Liverpool dans le temps additionnel. Au terme d'une rencontre longtemps terne et fermée, l'éclaircie a été signée Lopez, servi à la perfection ici par Suarez. Après une remarquable action collective, le Liverpool de Jürgen Klopp devra renverser le sous-marin jaune dans une semaine dans son antre d'Anfield. Dans l'autre match, le Shakhtar Donetsk et le FC Séville se sont quittés après un nul 2-2 en Ukraine. Vitolo avait permis aux Espagnols de rapidement prendre l'ascendant. Marlos et Stepanenko ont cru faire basculer le match en faveur des Ukrainiens. Mais le Français Gamero a égalisé sur penalty dans les 10 dernières minutes, permettant ainsi à Séville d'aborder la seconde manche en position de force. Les matchs retour auront lieu jeudi prochain. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À demain.